Content de vous retrouver, chers amis, pour parler encore de quoi de neuf, que se passe-t-il en Martinique, que se passe-t-il dans le monde. Mais nous allons rester en Martinique et cette fois, on va un peu voyager sans voyager vraiment. Mais vous allez comprendre, nous allons parler de l'octroi de mer. Donc ça nous concerne tous, mais est-ce qu'on le sait vraiment ? Eh bien, tout cela va nous être expliqué par M. Bruno Marquez qui est là. Donc, je précise que M. Bruno Marquez est docteur en sciences économiques et auteur du livre, que je ne dise pas de bêtises, Réflexion libre sur l'octroi de mer. Mais l'occasion nous est donnée là, justement pendant quelques minutes, de réfléchir sur ce sujet de l'octroi de mer avec M. Bruno Marquez, qu'on salue et qu'on remercie d'ailleurs d'avoir accepté cette invitation. Monsieur Bruno Marquez, bienvenue à vous, vraiment. Eh bien, je vais vous rendre ces remerciements de nous inviter, en fait, parce que nous avons écrit cet opuscule, comme nous disons, ensemble, Philippe Saint-Cyr, le professeur Philippe Saint-Cyr et moi-même. Et donc, nous avons essayé en tout cas d'y apporter un éclairage nouveau, peut-être, vous verrez, les auditeurs verront, les téléspectateurs verront. Sur l'octroi de mer, on a essayé de regarder ensemble, sous différents aspects, comment on peut le regarder différemment. Absolument. Déjà, savoir, Bruno Marquez, déjà savoir l'octroi de mer. C'est quoi l'octroi de mer ? Alors, on va commencer par le début. Ce n'est pas une taxe. Ah oui, ça peut paraître bizarre, c'est un impôt. Son premier qualificatif, c'est que c'est un impôt. C'est un impôt, ça veut donc dire... Ça concerne les marchandises, de façon Ah oui, tout à fait, mais c'est un impôt. Ce n'est pas une taxe. La taxe est prise en contrepartie de services publics. L'impôt est pris de manière, j'ai presque envie de dire, obligatoire. Or là, c'est hop, pas de service en contrepartie. Première chose, il faut qu'on sache que c'est un impôt. Pas une taxe à l'importation, c'est un impôt éventuellement à l'importation. Je vous sens très intéressé. Et c'est surprenant. Oui. Bon, peu importe, ça c'est des qualificatifs. Effectivement, c'est un impôt qui est pris en pourcentage de la valeur coût assurance fret, c'est-à-dire à l'arrivée en Martinique, et donc qui est pris sur, alors, je ne veux pas trop déflorer le sujet trop vite, mais une fois qu'il est collecté, il est récupéré par la douane et il est reversé aux communes. Et qu'est-ce qui est distribué aux communes ? Eh bien, de manière assez claire, c'est le service des douanes qui collecte l'impôt et ensuite qui le répartit aux communes avec le trésor public, une partie bien entendu allant à la collectivité territoriale de Martinique. Mais alors, l'octroi de mer, pour faire une sorte d'historique, on ne va pas rester longtemps là-dessus, mais l'octroi de mer, bon, on appelle octroi de mer, mais peut-être que ça avait d'autres noms avant, d'autres qualificatifs. Mais ça vient d'où ? Pourquoi il y a l'octroi de mer et depuis quand ça existe ? Il faudrait que je retrouve dans l'ouvrage pour vous dire la date précise. 1670. Parfait. Le fruit de nos travaux avec Philippe Saint-Cyr, nous avons trouvé la genèse de l'octroi de mer dans quelque chose qui est plus ancien, qui date du XIIe siècle et peut-être même avant dans certaines villes grecques. Et en particulier en France, l'octroi municipal. Octroi de mer, octroi municipal. Avant, dans l'Ancien Régime, jusqu'à la Révolution de 1789, et d'ailleurs Philippe Saint-Cyr le dit mieux que moi, la première chose que vont faire les révolutionnaires, c'est de casser les bâtiments d'octroi municipal. Donc toutes les villes, depuis le XIIe siècle, et même avant, avaient des taxes à l'entrée. À l'entrée de chaque ville. À l'entrée de chaque ville française. Et donc, assez simplement, appliqué à la colonie, permettez-moi le mot, plutôt que de le répartir entre les différentes bourgades de l'époque, on a fait un seul ensemble, Martinique, Guadeloupe, Guyane. Et donc, à l'entrée, on a appliqué l'octroi municipal. On l'a modernisé, entre guillemets, en l'appelant octroi de mer. Chaque marchandise qui rentre dans une zone est taxée. Est taxée, vous voyez ? Même moi, j'emploie le mot. Vous disiez tout à fait. Tout à fait. Mais alors, est-ce que ça existe toujours en France ? Ça a été aboli en France hexagonale en 1943. Ah. Et en 1943, l'octroi de mer a perduré en Martinique. Alors vous me direz pourquoi ? Ben oui, pourquoi ? C'est simplement, et c'est d'ailleurs ce que nous disons dans l'ouvrage, c'est une compensation. En 1943, l'octroi de mer, donc en pleine guerre européenne ou mondiale, comme vous voulez, l'octroi de mer disparaît. L'octroi municipal disparaît. Pourquoi ? Parce que l'administration de l'époque
sur le territoire hexagonal va taxer autrement cette recette pour les villes, parce que c'est une recette, guillemets, autonome pour les villes. Vous voyez, autonome, ça vous dit quelque chose ? Autonome, ça veut dire qu'elle gère elle-même. Et donc on l'arrête parce que ce sera taxé différemment. C'est l'État qui va collecter à la place des villes. Par contre, la base de cette taxation dans l'Hexagone, c'est le capital, c'est les impôts locaux que vous connaissez aujourd'hui. Que nous payons aussi toujours. Et que nous payons aussi toujours. Toutefois, imaginez en 1943, si on avait taxé les maisons bâties, les terrains non bâtis en Martinique. La recette aurait été extrêmement faible. On l'a gardée. Pour permettre quoi ? Pour pouvoir donner une recette publique pour des biens publics aux communes. L'octroi de mer, la vision économique que l'on a de l'octroi de mer comme protection, etc., c'est une vision seconde. Pour aborder la question, si vous voulez, c'est une vision seconde. Et d'ailleurs, l'octroi municipal avait pour objet de permettre aux villes de faire des fortifications, de faire des aménagements. L'octroi municipal, et peut-être qu'on doit plus le dire, l'octroi de mer, a une visée, j'ai presque envie de dire sociale, d'amélioration du bien-être. Avant, peut-être, d'être un outil économique. C'est en tout cas... Alors pourquoi c'est toujours sujet à débat, l'octroi de mer? Pourquoi on pense que c'est un impôt injuste? Pourquoi ça continue à persister? Pourquoi on parle régulièrement d'enlever l'octroi de mer, certainement remplacé par autre chose semblable, mais pourquoi ça paraît injuste? Alors, je vais revenir sur le terme injuste. Vous savez, quand on a été professeur comme moi, je ne le suis plus, les termes ont leur importance. Donc on va revenir sur le terme injuste après. Injuste ou pas, je n'ai pas d'éléments. Pourquoi ce serait injuste? Alors, il faut bien comprendre la chose. Pourquoi on en parle? Parce que l'interprétation que l'on fait de l'octroi de mer aujourd'hui, et même dans un passé relativement récent, on le considère comme une protection de la production locale. J'aime votre... Mais oui, assez classiquement, vous avez des biens qui sont importés, vous leur donnez une taxe, ça rééquilibre avec le prix de la production locale, a priori. D'accord. Donc, a priori. Mais c'est extrêmement important, puisque notre ouvrage dit justement cet a priori est important, et donc est censé favoriser la production locale. Deuxième chose, comme nous importons beaucoup de biens, il se trouve que, effectivement, et je vais revenir sur votre injuste, si vous importez des biens et s'ils sont majoritairement consommés, le consommateur va indiquer que c'est injuste, pourquoi me fait-on payer cela? Il n'y a pas de raison. Alors, par quoi peut-il être remplacé? Je vais vite, parce que c'est un peu plus complexe. Souvent, on entend, si on a l'octroi de mer, l'État compensera. J'aime à nouveau votre... Ce que nous défendons, ce que nous présentons, parce que ce n'est pas un ouvrage à thèse, on a essayé de présenter les choses objectivement, de façon à ce qu'elles soient, comme toujours dans la tradition universitaire, critiquées. Nous mettons un certain nombre d'éléments sur la table. Ce que nous disons, c'est que c'est un impôt compensatoire. Compensatoire à quel niveau? Dans l'interprétation, j'entends, en 1943, ça a permis de compenser ce qui ne venait pas de l'extérieur, à savoir ce qui va être les dotations de décentralisation, etc., venant de l'État, la redistribution dans le système français. Donc c'est une manière pour la population locale, de manière autonome, de financer tout ce qui est public, quoi. Tout ce qui est public au niveau local. D'où le terme injuste. J'ai au moins un point d'interrogation à la place, au fond de ce que je pense, un point d'exclamation à la place d'un point d'interrogation. Il faut bien comprendre que l'octroi de mer finance les communes. L'octroi de mer pose la question, et le terme injuste pour rebondir, il met deux figures en place, le consommateur et le citoyen. Ouais. Et voici, comme d'ailleurs dans tout impôt, au fond, en matière quand on analyse de manière économique les choses sur le plan théorique, voilà, vous avez un certain nombre de perdants, de gagnants, et voilà, en tout cas, ce que nous souhaitions mettre au cœur, si je puis dire. Sur l'aspect protection, nous avons fait des travaux, un certain nombre de calculs théoriques qui montrent que c'est... Attention, il faut manier ça avec précaution pour ne pas dire que ça protège automatiquement. Un certain nombre d'arguments sont développés dans l'ouvrage, mais c'est un objet public pour financer, ou c'est même
laisser aller que c'est un impôt social. Ah ouais. Ben oui, parce que si vous ne financez pas les communes, comment vous faites la place du village, entre guillemets? Et je laisse... Alors bien sûr, on dira ça finance le salaire des fonctionnaires. Oui, et pourquoi pas? Ce n'est pas, n'est-ce pas, du social? Remettons-le dans son contexte conceptuel. Mais oui, alors, mais le Conseil constitutionnel, je crois que c'est il n'y a pas si longtemps, a encore remanié. Tout le temps, on travaille dedans. Est-ce que c'est... Ben parce qu'il pose une question. Oui. Il pose une question très simple. À partir du moment où vous êtes dans une économie qui se veut ouverte pour la circulation des biens, Oui. le grand marché européen, pour faire simple, une fois que vous taxez les biens qui rentrent, ben, il est toujours soumis, cet octroi de mer, à une règle supérieure, entre guillemets. Puisque les choses changent, les choses évoluent. Même pas. Elle n'évolue même pas. Cette question est posée dès 1872. Elle est continuellement posée. Elle est continuellement. Octroi de mer inflation, octroi de mer protection, c'est permanent. C'est absolument permanent. Et c'est ce que nous avons retrouvé, tout simplement parce qu'il taxe des produits à l'entrée, qu'il a gardé cette vieille philosophie de l'octroi municipal. Mais on ne peut pas remplacer l'octroi de mer. Parce qu'on en parle tout le temps. Ben, écoutez, le remplacer, ça pose une question. Qui financera le budget des communes? Il faut que vous sachiez que l'octroi de mer représente en moyenne 40, le chiffre est dans l'ouvrage, mais mettons 45% des recettes en moyenne des communes. C'est beaucoup. Hein. Je ne vous parle pas des plus petites communes. C'est une moyenne avec les différentes... Ouais, c'est dotation. C'est pas rien. C'est à peu près 12% des recettes... Des recettes, même pas des recettes, des recettes de la collectivité territoriale. Je dis ça encore de mémoire, hein, nous avons des chiffres qui datent un peu, puisque l'ouvrage est sorti il y a 2 ans. Mais c'est quand même important dans l'économie de la Martinique. Oui. Maman. J'aime aussi vos moments. Alors, il y a un point sur lequel je veux revenir. L'octroi de mer, c'est l'inflation. Ah bon? C'est ce qu'on dit. Mais je sais. Les calculs que nous avons faits et qui sont ouverts. J'ai vu dans le livre. 6,5% sur les biens taxés. Sur les biens taxés. On ne peut pas dire 6% sur les biens taxés. Nous avons fait 2 méthodes. On est allé sur ce qu'on appelle les matrices de comptes sociaux. On a pris ensuite ce qu'on appelle le tableau emploi-ressources. Nos éléments sont là. 6,5% sur les biens taxés. Donc sur les biens en dur, sur les biens... Aujourd'hui, en Martinique, 65% de la consommation, c'est du service. Aïe. Donc, si on fait une moyenne générale, l'octroi de mer sur ce qui est consommé, c'est 2,5%. Ben oui, si on ne peut pas dire que l'octroi de mer fait augmenter les prix. Certes, mais pas tous les prix. Alors, je voudrais juste faire une comparaison avant cette période Covid qu'on a connue, et pendant, et puis, bon, ben, on est un petit peu dans l'après, mais pas tellement. Est-ce qu'il y a une différence sur les recettes des communes? Non, pas de Covid, de l'octroi de mer. Ah ben, donc les recettes des communes. Oui, des communes, j'ai entendu Covid. Quand vous pensez octroi de mer, pensez aux recettes des communes. Ça finance totalement, ça finance en grande partie les communes. À partir du moment où vous avez 1 euro de moins d'importation et donc de taxation à l'octroi de mer, vous avez les recettes des communes qui ont pris un énorme coup pendant le Covid, absolument. Absolument. Ah oui. Et vous avez ces tableaux-là qui... Non, alors notre ouvrage s'est arrêté en 2020, mais dans le cadre des finances publiques, douane, comment dirais-je, nous serions tout à fait heureux de montrer cela. Mais bon, vous savez, comme tout travail universitaire, il s'arrête à un moment, on met un cadre de réflexion, et si on veut poursuivre les travaux, et votre question est tout à fait, si je puis dire, idoine. Alors, réflexion libre sur l'octroi de mer, qu'est-ce que vous vouliez donner comme message? Votre message, c'était quoi? C'est quoi exactement? À travers cet ouvrage, je le rappelle, coécrit par vous-même, M. Bruno Marquez, et par Philippe Saint-Cyr. Tout à fait. Alors, ce n'est pas un ouvrage à message. Entend bien, on a simplement essayé de comprendre quelle est l'utilité de l'octroi de mer, c'est la première question, la problématique, comme on fait des travaux universitaires, la problématique, et ça nous a permis d'en découvrir la nature. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, qu'est-ce que c'est? Assez simplement, c'est un impôt financé par les Martiniquais. Alors, pas seulement... Est-ce qu'ils sont au courant? Vous y participez. Oui, moi, je n'étais pas au courant. Écoutez, ouais, je suis fort heureux que ça puisse intéresser à ce point de vue. Financé
par les Martiniquais. Et quand je dis les Martiniquais, ce n'est pas seulement les consommateurs. Tout le monde. C'est aussi les entreprises, parce que les entreprises ne répercutent pas nécessairement la totalité des taxes sur le prix. Ah. Et oui. Sinon, ce serait trop cher. Ça peut être des stratégies commerciales. Vous avez une entreprise, vous avez une taxe, vous avez un prix. Est-ce que vous allez le changer chaque fois que la taxe change? C'est vrai. Pour garder votre marché. Et donc, c'est l'idée qu'on se fait, l'octroi de mer change, les prix augmentent. Et puis, on peut se demander la question de savoir si l'octroi de mer diminue, est-ce que les prix changent? Question. Donc, l'idée, c'était de découvrir sa nature, à quoi il servait, et nous sommes arrivés à quelques éléments simples. La première recette fiscale de la Martinique, c'est l'octroi de mer, à égalité avec la TVA. Ça dépend des années. La deuxième chose, c'est bien entendu un impôt. C'est un outil de politique publique locale qui finance le bien-être. C'est le terme d'ailleurs que nous avons employé, le bien-être local à travers les communes. Bien, l'effet inflationniste est limité. Et au fond, si on veut penser à octroi de mer, remplacement octroi de mer, disons simplement qu'il y a, grosso modo, 350 millions à trouver. Quand même, c'est énorme. Voilà, on le remplace, on le met sur les prix, on joue, comme on veut. Je dis on. La réflexion, hein, attention, hein, on peut faire. Il y a 350 millions à trouver pour financer l'action publique locale. Et c'est d'ailleurs l'essentiel de... Mais ça, je ne dirais pas ça. N'oublions pas qu'avant d'être un outil économique, l'octroi de mer est un outil de politique publique, d'amélioration du bien-être. Pas de place dans chacune des communes, pas un certain nombre de choses, d'aménagement du territoire s'il n'y a pas le financement propre, qui vient à côté d'autres, hein, bien entendu, ce que sont les impôts, d'autres impôts, de l'octroi de mer. Pourquoi réflexion libre? Alors, libre, c'est... Alors, réflexion universitaire libre, pas un ouvrage à thèse. Nous n'avons défendu ni dans un sens pour, ni dans un sens contre. Faut-il ou faut-il pas garder? L'idée que nous avions était de mettre sur la table, prétentieusement, une approche différente. En tout cas, un regard un peu en recul, de façon à avoir une vision plus générale pour combattre des choses, disant par exemple que l'octroi de mer est une taxe coloniale. Mais pour... Bon, voilà. On l'a dit de façon presque inaudible. Mais... Oui, mais vous comprenez pourquoi. Oui, tout à fait. Tout à fait. Bon, on va pas insister là-dessus. C'était ça l'idée, en tout cas. On ne va pas insister là-dessus. Alors, donc, quand vous dites réflexion libre, est-ce que ça veut dire que des gens vont certainement vous contacter et puis engager certainement une vraie réflexion sur cela? C'est ce que vous attendez? Le but, c'est quoi? Bien, d'abord, le but, c'est, comme je vous l'ai dit, à l'époque, j'étais encore professeur associé à l'université, donc avec ces licenciés, je n'y suis plus. C'était de faire un travail. Il faut que vous sachiez que l'octroi de mer, c'est, permettez-moi l'expression, le dada de Philippe Saint-Cyr depuis très longtemps. Et il m'a contacté, il m'a dit, Bruno, tiens, qu'est-ce que pensent les économistes de ça? D'accord, on a commencé à travailler, on a travaillé ensemble, et j'ai presque envie de dire que chacun a poussé l'autre dans les derniers retranchements. Donc l'idée, c'est de mettre, comme toujours, des éléments de réflexion pour tous ceux qui veulent s'en saisir et tous ceux qui veulent discuter avec nous. Bien sûr, d'ailleurs, dans l'ouvrage, mais vous le ferez passer, il y a une boîte mail sur laquelle tout un chacun peut poser des questions. On peut trouver cet ouvrage où? Alors, nous l'avons publié à compte d'auteur. On peut le trouver à Librinova. On peut l'acheter en ligne. Comment dirais-je, en ligne sous forme numérique. Par contre, sous forme papier, c'est terminé. C'est le contrat que nous avions avec cet éditeur. Vous pouvez nous contacter, ou contacter plus exactement M. Philippe Saint-Cyr pour en acheter en format papier. D'ailleurs, je crois qu'il en a déposé à Zouk TV. À Zouk TV. Mais les chiffres que... Je vais presque dire que vous avancez. Oui. Mais vous les avez ou vous les sortez d'où? Alors, de manière assez simple. Première opération, nous avons travaillé avec... Parce que j'ai vu beaucoup de tableaux. Oui, tout à fait. Sur les chiffres, sur les données de l'octroi de mer, nous avons travaillé avec la collectivité territoriale de Martinique, qui a bien voulu nous mettre à disposition un certain nombre de données. Sans restriction? Sans aucune restriction. C'est un travail universitaire, on leur a demandé... Et d'information, d'ailleurs. Enfin, de réflexion. Voilà, c'est ça. Nous, on prend des données de base, on réfléchit. C'est ça qui nous intéresse. Les recettes, comment elles ont évolué. Ça, c'est un premier point sur les recettes d'octroi de mer. Ensuite, la réflexion nous a amené à croiser ces données avec d'autres données de l'INSEE. Et nous en avons fait un certain nombre de... Nous avons,
modélisés, pour employer un terme savant, de façon à les mettre en valeur. On va comparer l'octroi de mer, par exemple, aux recettes importées pour trouver le poids de l'octroi de mer sur les importations. Voilà, donc ça mêle un certain nombre de données objectives sur la recette et sur l'économie en général. Alors, c'est parce que c'est quand même un sujet, l'octroi de mer, un sujet très, très politique. Qu'est-ce qui vous a poussé, qu'est-ce qui vous a donné envie? C'est vrai que M. Saint-Cyr vous a un petit peu conduit sur ce chemin-là, mais qu'est-ce qui vous a donné envie, justement, d'y aller? C'est l'information un peu réduite des Martiniquais, une réflexion qui ne se fait qu'au niveau politique, et vous auriez préféré, à mon avis, ce que je vous dis là, vous auriez préféré que ça ne soit pas politique du tout et que les gens puissent réfléchir tranquillement sur cela et comprendre un petit peu mieux les choses sans qu'il y ait de parti pris. Non, c'est pas ça? Qu'est-ce qui motive des universitaires à faire un travail? Je vous dis, d'abord, il y a l'incipit. L'incipit est clair, c'est Philippe Saint-Cyr. Il se pose la question, il travaille dessus depuis un certain nombre d'années. Comme je vous l'ai dit, on s'est bien poussé chacun dans les retranchements pour tomber sur ces choses un peu, pas simples, comment dire, mais objectives. C'était vraiment un travail. Alors, qu'est-ce qui pousse les universitaires à faire un tel travail? Écoutez, moi, l'idée, c'est toujours la même chose, faire émerger la connaissance et la porter à la disposition de ceux qui veulent. On ne va pas le prendre, le tenir comme... D'ailleurs, il est bleu, pas comme un petit livre rouge, en disant c'est la vérité, c'est la vérité. Oh, excusez-moi, je plaisante, mais... Le bleu a une couleur politique aussi. Le bleu, mais oui, je sais. Non, il n'y a pas du tout de... Et c'est bien pour ce terme libre. C'est pouvoir offrir, mettre à disposition un regard à la société, absolument, tout à fait. Ouais. Tout comme sur nous. Alors, bien entendu, nous réfléchissons également sur d'autres sujets. Peut-être qu'il y a des publications en cours, à venir. Voilà. Alors, parce qu'on m'a fait signe que le moment est arrivé pour qu'on puisse prendre congé, mais juste avant, qu'est-ce que vous attendez de tout ça? Est-ce que vous attendez quelque chose? Vous avez mis un sujet au milieu du village, là, au centre, et puis maintenant, réfléchissez et pensez ce que vous voulez. Oui. C'est ça? C'est ça. D'accord. C'est ça. Et si, bien entendu, il y a des controverses et il n'y a pas des contestations, des éléments qui peuvent être contestés, comme dans tout travail, et c'est important, tout travail universitaire, nous, au moins, nous apportons nos données, nos raisonnements. Ils sont publics. Alors, est-ce que justement, il y a des conférences qui sont prévues? Oui, tout à fait. Il y en a de prévues? Il y a des choses qui se dessinent pour très bientôt. Mais, vous reviendrez nous en parler? Écoutez, avec toujours la même chose, et la notion de co-auteur me semble extrêmement importante. Et qu'on rappelle que c'est M. Philippe Saint-Cyr qui est co-auteur, et M. donc Bruno Marquez qui est avec nous sur le plateau. En tout cas, vraiment, merci. Peut-être un dernier petit mot de conclusion, après tout ce qu'on a dit. Sujet éminemment public. L'octroi de mer est un outil de politique publique. Que voulons-nous en faire? Objectif et comment le faire? Voilà. Nous avons essayé de mettre un certain nombre d'éléments à disposition. Voilà. Donc, ce sont sur ces réflexions libres sur l'octroi de mer avec un co-auteur, M. Bruno Marquez, et M. Philippe Saint-Cyr. En tout cas, vraiment merci pour tout cela. Mais il y a encore tellement de choses à dire là-dessus. Écoutez, il fait combien? 80 pages à peu près. Ah ouais, le temps qui nous est imparti est maintenant arrivé. Merci, Monsieur Philippe Saint-Cyr, c'est le co-auteur, l'autre. Et puis vous, Monsieur Bruno Marquez, merci pour tout ça, mais on a encore besoin d'explications. C'est pas encore très clair. Même l'octroi de mer n'est pas assez clair que ça non plus. Mais il y a tellement de choses à dire là-dessus. Mais là, vous ouvrez la réflexion libre. Et donc, c'est à nous de nous y engouffrer et de mieux comprendre ce qui se passe à ce niveau-là. Vraiment, merci. Merci aussi à vous, amis téléspectateurs. Manuela, merci pour tout cela. Et puis, pour tous ceux qui nous ont fait l'amitié de suivre cette émission, vous allez mieux comprendre quand vous allez contacter M. Philippe Saint-Cyr et M. Bruno Marquez. Vous verrez, les choses vous paraîtront beaucoup plus claires. Je vous souhaite de passer le bon moment en famille. Surtout, n'oubliez pas, prenez soin de vous et des autres. Et je vous dis à bientôt.